Alors on va remonter assez loin. Mais bon, je vais remercier, parce que tout à l'heure j'ai oublié, je vais remercier Rémi, parce que c'est Rémi, moi j'y connais rien, vous savez, j'ai deux mains gauches, donc c'est Rémi qui a fait le montage des documents que je vais vous présenter. Donc on va remonter très très loin. La carte que vous avez, c'est la carte de la Gaule. Et quelqu'un qui a très bien parlé de la Gaule, c'était Jules César. En fait, il ne s'appelait pas Jules, son prénom, c'était Caius. Hein, Jules, c'était le nom de sa famille, parce qu'il disait qu'il était descendant d'Énée. Voilà. Donc Jules César, il écrit les commentaires sur la guerre des Gaules. C'était surtout un manifeste politique, hein, parce qu'il avait devant lui une grande carrière. Enfin, il avait 50 ans à l'époque, hein, quand même. Et les premiers mots de la guerre des Gaules, c'est du latin, c'est Gallia est omnis divisa in partes tres quarum unam incolud Belgae. Ce qui veut dire, en bon français de chez nous, la Gaule tout entière est divisée en 3 régions, et l'une d'elles est habitée par les Belges. Les Belges chez nous. Voilà. Nous, on habitait ce qu'on appelle la Gaule belgique, vous voyez, qui est en ocre sur la carte. Alors vous retrouverez Ambiens, qui est Amiens, évidemment. Vous retrouvez les Atrébates à Arras. Et puis on monte jusqu'aux Bataves, les Bataves étant les Hollandais. Donc on remonte dans les années 52 avant Jésus-Christ, une date extrêmement importante, hein, puisque c'est la date de la bataille d'Alésia, qui a mis fin à la guerre des Gaules, bien sûr, et qui a commencé l'occupation romaine de la Gaule. Alors, concernant les Belges, Jules César, qui était intelligent, pensait que on ne se grandit pas en abaissant les autres, donc il disait que les Belges étaient un peuple courageux et vaillant. Sous-entendu, moi j'ai réussi à les battre, donc je suis encore meilleur qu'eux. Hein, voilà. Alors, j'ai mis à gauche une image d'Épinal, comme on disait, comme on les a lus dans nos livres d'histoire, souvenez-vous, quand on était à l'école primaire, l'image d'Épinal, c'est-à-dire Vercingétorix, à gauche, bien sûr, qui jette les armes aux pieds de Jules. Alors, Jules, là, il est un petit peu jeune, hein, je rappelle, il avait 50 ans à l'époque, Vercingétorix en avait 30, longtemps dans les langues germaniques, et Hanisch, en germanie, il dira qu'on entend tout de suite Hano, Han, qui est le coq. Donc il y avait quelqu'un qui s'appelait le coq, à qui on avait donné un petit domaine à cultiver, à faire prospérer. Et puis le domaine de Hano, de le coq, c'est devenu Hanisch. Ça permet de faire également un petit rappel historique, vous savez, hein, lorsque les militaires, les légionnaires romains étaient démobilisés, on leur offrait une parcelle de terre. Hein, voilà. Donc, comme dans l'armée romaine, il y a eu très vite des Gaulois, ils sont engagés dans la Légion romaine. Il y a eu aussi des Saxons, des Allemands, donc ceux qu'on appelle maintenant les Francs là-haut. Forcément, à la fin de leur service militaire, ils ont été détenteurs d'un titre de propriété et ils l'ont fait fructifier. Voilà, ça c'est bon. Alors on arrive ici à un texte en 842. C'est le premier texte en langue vulgaire. Vulgaire, ça veut dire la langue du peuple, hein, ça ne veut pas dire autre chose. Langue vulgaire. C'est le serment de Strasbourg. Le serment de Strasbourg, ce sont les petits-fils de Charlemagne qui se partageaient le royaume. Donc il y avait 3 fils, hein, il y avait Charles, il y avait Louis et il y avait Lothaire. Et ils se sont engagés à une coexistence pacifique. Alors il y a eu une déclaration en latin, un petit peu de cuisine quand même, hein. Et puis après, chacun des deux, Charles et
Charles et Louis, à prononcer un serment dans la langue de l'autre. Donc là, nous avons le serment de Louis, qui va s'engager envers son frère Charles en langue romane. Alors je dis romane parce que ce n'est plus déjà du latin, mais c'est pas encore tout à fait du français. Alors vous avez pro deo amor, et Christian Polo, et nostro commun salvamenta, disdi en avant, hein, dorénavant. Donc, la traduction, pour l'amour de Dieu et du peuple chrétien, et pour notre salut commun, à partir de dorénavant, in quam Deus savir et podir medunant, dans la mesure de ce que Dieu va me donner en savoir et en pouvoir, si salvare eo meon fradre Carlo, je m'occuperai du salut de mon frère Charles, et in aiuta, en aide, et in carduna cosa, et en toutes choses. Voilà. Un chant religieux qui raconte une histoire. C'est l'équivalent d'une légende. Alors, il y a encore beaucoup de tournures qui font penser au latin. Bon, par exemple, Buona pulcella fut eulalia. C'est un texte de 1100 à peu près. Ça s'appelle une chante-fable. C'est le seul texte en français qui s'appelle chante-fable. L'auteur a inventé ce mot-là de chante-fable. On se demande pourquoi. En fait, c'est parce que c'était à la fois de la poésie et du chant. Hein, il y avait de la musique dessus. Donc, c'est ni plus ni moins que l'opérette, quoi. Voilà. Alors, au Cassin Nicolette, c'est une pastorale, l'histoire de deux jeunes amoureux. Un amour impossible, puisque Nicolette est une mort, donc une maghrébine, on va dire, hein, voilà. Et puis, ils ont du mal à se retrouver, ils ont du mal à vivre leur amour, jusqu'à ce que Nicolette découvre qu'en fait, elle est fille de roi, et à ce moment-là, la lutte des classes est terminée, et l'amour devient possible. Voilà. Vous retrouvez ici, forcément, du Picard. Elle avouait les caviaux blonds et menus recercelés, et les yeux verts et riants, et le face très grise, et le nez haut et bien assis, et les levrettes vrailolettes, et plus que les cerises du rose, elles tendent d'été, et les dents blancs, remarquez que déjà le temps est du masculin, comme actuellement, hein. J'ai le mot à mesdames, c'est du masculin, voilà. Et avouer des mamolettes dures. Je traduis pas, hein. Non, voilà. Mais vous avez compris, hein, voilà. Donc on retrouve tout de suite, hein, les traits du Picard, quoi. Hein, les caviaux, enfin, les cheveux, hein, les caviaux blonds, voilà. Et puis, cerise, rosse, hein, on passe du son ze au son se, là aussi, hein, voilà. Donc ce texte-là porte bien les signes du Picard. Donc c'est un texte de l'ancien Picard que je voulais vous montrer. Vous avez les noix gauches, maintenant on dit les goques, hein, voilà. Donc ça n'a pas vraiment changé. Pardon? Les gambes. Le dernier mot également, la messinette. La messinette, c'est le méken, hein, la petite servante. La méken, la petite domestique. En fait, ça vient d'un mot arabe, meskin, qui veut dire humble. Là, vous voyez qu'il y a quelques différences. On va passer la douce voix chez nous, la douce voix au sud, le rossignol chez nous, le loussignol plus conforme à l'étymologie au sud, qu'on entend nuit et jour chointoyer et tentir, cointoyer et tentir, hein, voilà. Donc,
Tout à l'heure, je disais qu'on assiste à une naissance. En fait, c'est une naissance gémellaire, puisque dans le même temps, on va voir naître le picard et le francien. Et vous voyez qu'elles sont réellement, ce sont des langues tout à fait voisines. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ces textes-là, ils étaient colportés par des trouvères qui allaient les réciter, qui allaient les chanter. Il y avait quelqu'un qui les notait, et puis celui qui les notait, ben, il les notait en fonction de sa propre langue. Donc quand il était picard, ben, il notait en picard. Quand il était francien, il notait un petit peu plus francien. Alors vous savez également que vous voyez que ça n'a vraiment pas beaucoup de différence. En 1066, Guillaume, duc de Normandie, a traversé le bras de mer qui le séparait de la Grande-Bretagne. Il est allé battre Harold à la bataille d'Hastings et il a créé une dynastie, la dynastie des rois d'Angleterre. Alors, le duc de Normandie, évidemment, il parlait normand, mais normand et picard, c'est extrêmement voisin. Ce qui fait qu'en arrivant, il a fait comme Jules César, il a imposé sa langue. Et en Angleterre, pendant très très longtemps, la langue officielle, c'était le français. Mais pas n'importe quel français, c'était le français normand. Et il y a encore des traces, énormément de traces, puisque quand vous lisez un dictionnaire, ça paraît bizarre de dire ça, mais moi je lis les dictionnaires, hein, de la première à la dernière page, quand vous lisez un dictionnaire anglais, vous êtes surpris de découvrir le nombre de mots français, mais pas seulement français, picard et aussi normand, qui s'y trouvent. Alors il y a un exemple qui est très connu, puisque je crois que c'est Walter Scott qui en a parlé, c'est l'exemple des cuisines. Les producteurs de viande étaient des paysans saxons, donc ils utilisaient des mots saxons pour désigner les animaux, et les cuisiniers étaient normands, donc ils utilisaient des mots français pour désigner la viande cuite. On avait par exemple swine, maintenant on dit pig, hein, et swine pour dire le cochon vivant, et on avait pork pour désigner comme on dit chez nous, le lard, hein, la viande de porc. On avait ox pour désigner le bœuf, et on avait beef pour désigner la viande de bœuf. On avait calf pour désigner le veau, et on avait veal pour désigner la viande. On avait sheep pour désigner le mouton, et on avait mutton, mot gaulois, je rappelle, hein, pour désigner la viande de mouton, etc., etc. Voilà. Donc il y a beaucoup de mots en anglais actuel qui existent en double, avec une origine saxonne ou bien une origine d'Angleterre à l'époque. Elle s'appelait Philippa de Hainaut. Philippa de Hainaut, donc, elle a suivi son mari, et puis il y a eu ces fameux épisodes des bourgeois de Calais, où le roi a demandé qu'on lui livre des bourgeois, chemises et cordes autour du cou, pour les prendre comme prisonniers et les exécuter comme otages. Et puis la reine a demandé donc la grâce de ces prisonniers. En quelle langue pensez-vous qu'elle l'a demandé? Ben, elle l'a demandé en picard. Voilà, donc vous avez un gentil sire, puisque j'ai impassé le maire, pas la mer, hein, le maire, comme on dit chez nous. Voilà, impassé le maire par de ça en grand péril, si comme vous savez, je vous ai rien rouvé, ne donc demandé. Je vous ai rien demandé, c'est le même mot, hein, rouvé et demandé. Or, vous prie, joue. Inversion du sujet, puisque la phrase commence par un autre nom que le sujet. Hein. Or, vous prie, joue c'est jeu. Je vous prie, un moment est requis en propre don que pour le fils Sainte-Marie, le fils de Sainte-Marie, et qu'il n'y a pas de deux entre le nom et le complément du nom, comme on dit chez nous, le jardin Bruno, hein, on n'est pas le jardin de Bruno, voilà. Donc pour le fils Sainte-Marie et pour l'amour de Mi, hein, vous vouliez avoir de ces hommes, merci. Merci, c'est-à-dire leur faire grâce. Et puis Philippa de Hainaut, elle avait
certainement d'autres arguments. Donc le roi a cédé, bien volontiers, à la demande pressante de sa charmante épouse. Voilà. Donc c'était Froissart, et Froissart a suivi la cour dans tous ses déplacements. Hein. Il était très très loin, puisque je crois même qu'il a pu faire quelques croisades. Qui verronte et oronte sist escrite que Marie d'Aniche, qui fut fille Gérard Biotte, pas Biot, hein, Gérard Biotte d'Aniche, fait le deuil en telle manière qu'elle donne pour Dieu et en aumône maintenant à l'hôpital de Canfleury de Douai 3 rasières de terre, de tiers, pour plus, pour moins, je veux dire à peu près, hein, un peu plus, un peu moins, pour plus, pour moins, lesquelles, non, enfin bon, que elle a au terroir d'Aniche, telles que les 3 rasières de tiers doivent 12 deniers blancs de rente à dame le. Alors là, il y a un 9, c'est-à-dire con. Bon, c'est une forme sténographique. Dame le comtesse, c'est la comtesse, je pense, de Hainaut. Hein, je pense. Voilà. À payer, Alfietta Saint-Rémy, voilà, dans un an. Voilà. Donc c'était l'engagement qu'on prenait, hein, à la fête Saint-Rémy dans un an, ce mois de janvier, c'est ça, hein. Il y avait deux moments où on payait le fermage, c'était à la Saint-Martin, hein, d'où l'expression, ou le nom de famille, Martinache. Martinache, c'était le paiement à la Saint-Martin et à la Saint-Rémy. Voilà. Donc vous avez ce texte-là qui était, je ne sais pas s'il y a jusqu'au pneu, il y a tout ce qu'il faut, voilà. Alors vous avez même, ici, Messire Jehan Prêtre d'Aniche, Ouatier d'Hirchin, Jean Ségan, soyez le Guitoire, non, Guffroy, pardon, pour chou que chou soit ferme chose et estante, joue Jehan Prêtre d'Aniche, et c'est inscrit, scellé de propre sel à l'arquette de Marie, voilà, de Vendite, qui fut fait en l'âtre de niche. L'âtre de niche, c'est le cimetière. Hein. Quelqu'un qui s'appelle Diolâtre, c'est quelqu'un qui habitait à côté du cimetière, comme on dit en flamand, vente de Kerkove, ça veut dire au pied du cimetière. Voilà. Alors, j'ajoute également qu'il s'est passé un événement après Villers-Cotterêts, ça doit être en 1661, je pense, la création de l'Académie française, qui avait pour vocation de fixer la langue standard, donc ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire. Ça a aussi comme effet de, je veux dire, geler un peu la langue française. Et puis l'effet contraire, ben, c'est que les langues à côté, qui n'étaient pas standards, elles ont pris un petit peu leur envol. Mais du fait de la diffusion du livre imprimé, et puis du fait aussi que désormais on avait la possibilité d'aller chercher des documents, etc., le picard est surtout resté d'un usage oral. Alors on va passer pas mal d'années parce que, très franchement, dans la période qu'on appelle le moyen picard, il n'y a pas beaucoup de choses intéressantes. Je vous ai sorti un exemple ici. Et encore, ce qu'il entendra les enfants crier, ce n'est ni tout pur un suc, ni a tout dit plus d'un cos qui buque, tapio le chuchet pour le trouver bon, n'y a plus des trop carmamidon. Après qu'un atteint fait le mamselle, un faux comme du bural païel, je ne bêto qu'un ojo pousca. Voilà. Alors là, vous avez un très bel exemple de Picard. Il y a des gens qui veulent que je traduise ou pas? Non? Ça va? Tout le monde comprend? Non. Voilà. Vous remarquerez Coteil, hein, accent aigu I,
qui doit désigner un « et » très fermé. Hein, pas fermé, mais fermé. Voilà. Parce que le « ei », en fait, c'est une terminaison qu'on trouve à Boulogne. Si vous avez déjà entendu Jucus, il parle, il est tombeil. Hein, il parle comme ça. Voilà. Et là, je vous le montre parce que l'auteur de ce poème, c'est un extrait, est une personne très connue, qui n'habitait pas très loin d'ici, qui habitait à Douai. C'est Marceline. Voilà. Vous avez là un extrait d'une poésie de Marceline des Borges-Almor, qui a écrit 3 ou 4 poèmes en bateau, bien sûr, hein, en bateau, voilà. Alors, on voit que c'est du douaisis parce qu'on dit chuc pour bonbon, hein, voilà. Ailleurs, on disait des ballons, par exemple. Hein. Et puis la dernière phrase, je n'ai bateau qu'un osio pushka. Dans le valenciennement, on dirait plutôt un osio pushka. Hein. Ça veut dire qu'il est vraiment mal en point. La mort va bientôt le saisir. Je parle bien inverse, la mort va bientôt le saisir. Comme le chat qui se saisit d'arrangement de l'oiseau avec la nature du patois. Les amoureux de Ribeaucourt, Alpharote Douai. Bon, Ribeaucourt, c'est Rabeaucourt, bien sûr. Hein, voilà. À propos d'images, en faisant un tour à la foire, je me divertis chaud fin main en voyant 2 amoureux de Ribeaucourt. Schlom Yawan, veste bleue, bleu drap, une culotte coconnier, calivno jusqu'à ses mollets, des sorlets à dash, à capio keto, revenu couleur de café au lait. Il avait encore le front de Maître Schnorrel comme un ancien maître à danse. Vous remarquez également une veste de bleu drap, c'est-à-dire l'adjectif placé avant, qui est une caractéristique également de notre langue. Hein. On dit toujours le sale linge, on ne dit pas le linge sale. Voilà. D'ailleurs, quand ils ont voulu nommer la nouvelle agglomération à côté de Lille, pour regrouper Naples, Ascq, et puis je ne sais plus comment, ils ont fait une telle faute linguistique, parce qu'ils l'ont appelée Villeneuve, alors qu'ils auraient dû appeler La Neuville, puisqu'on était dans le Nord. Alors, les sorlets à dash, évidemment, vous savez, c'est les souliers à clous. Hein. Les dash, c'est des clous, y compris les clous sur les furoncles. Hein. Voilà. Alors, Sheffield à l'avou abonné avec au moins 10 hommes de France de ruban rouge, des pardans comme Mademoiselle Fillon, un robe avec des falbaloques, un veilleux tous ses gants. Vous voyez que Gamp, également, il a pris tout au masculin. Des bas bleus avec un fin sorlet, alors là, la construction, elle est magnifique. Des bas bleus avec un fin sorlet, donc fin, c'est pas fin, c'est dire beau, hein, là, hein, un fin sorlet, que je n'aurais point voulu qu'à l'euro marché sur mes pieds. La construction, elle est magnifique. Hein. Là, on voit très très bien que c'est quelqu'un qui avait des oreilles, qui savait reconnaître. Des Rousseau, donc c'est l'auteur du petit quinquin, bien sûr. Donc là, on est toujours en 1860. Hein, les trois qu'on vient de voir, c'est 1860. Et, bon, je ne vous ai pas mis le petit quinquin, vous ne pouvez pas non plus. Je vous ai mis ce texte-là, c'était une chanson des Rousseau chantée. Il allait chanter en public, il allait chanter dans les bistrots, enfin les cafés, pour les sociétés, etc. Et là, il a choisi un thème extrêmement banal, c'est-à-dire que le mari ou l'amoureux de la fille était allé à Paris, et puis qui est revenu de Paris, il ne parle plus comme nous. Voilà. Pour écumette, il prononce écumoire. Voilà. Il dit pigeon en parlant d'un coulon, mais bien plus fort inverse le taquoir, pour les moineaux, c'est ce qu'on appelle bouchon. Enfin, glissoir, au lieu de dégringoloir, phrasoir pour phraseau, comme aussi rasoir pour raseau. C'est comme un corps, mais change, c'est pas trop bête. Il dit étui, ça c'est français de cafodin. Cafodin, c'est où on mettait des aiguilles, mesdames.